Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vois déjà une personne connectée. Et bonjour, comme moi. Salut grand frère. Ou bien même petit frère, je ne sais pas, parce que au moment, c'est ta barbe là qui te trompe. Tu suis au moins ton grand frère. Bonjour, 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 comme moi. Bonjour à tout le monde. Salut, 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 on partage. Aujourd'hui, bon, j'ai annoncé mon live à partir de 17h, à 16h. Oui, oui. Et il fait déjà un peu sombre en Allemagne, donc c'est plus trop la lumière. Bonjour, bonjour Kamwa, bonjour à toi mon frère, bonjour. Salut, 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 salut. Nous allons partager ensemble un moment de réflexion citoyenne sur le concept de renouveau. Parce que je suis d'avis que nous avons souffert pendant plusieurs années. Le peuple camerounais a vécu la souffrance dans sa chair, dans son esprit, dans son âme même pendant plusieurs années. Parce que dans l'ignorance collective, on nous a pompé des slogans, des mots qui ont tout un autre sens, mais on nous a présenté ces mots comme étant quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bien. Et je pense que c'est le fait qu'on ait mal conçu, compris les mots, le fait qu'on était simplement, qu'on a été juste peut-être flatté par les mots, nous n'avons vraiment pas compris l'idéologie cachée derrière les mots. Et je pense que le combat que nous avons à mener au Cameroun, et que nous allons mener, même lorsque le Cameroun va changer, le combat que nous allons mener, nous serons appelés à mener, c'est la déconstruction des concepts idéologiques. La déconstruction des concepts idéologiques. Il faudra déconstruire parce que le Cameroun actuel est une construction idéologique. Avec les idées qu'on a mis dans nos têtes. Le Cameroun actuel est une construction idéologique. C'est un ensemble de concepts et d'idées. Et moi, mon travail, en fait, c'est ça. Dans la lutte que nous menons, moi, je suis plus axé sur la dézombification. Ici, la déconstruction des concepts. Parce que tant que nous ne sommes pas libres des concepts imposés, nous ne pourrons pas connaître qui nous sommes. C'est un peu comme si, bonjour Paul Sylvie, bonjour aussi à Joseph Camara, content que vous soyez là. Et on fait l'exercice régulier, on partage. On partage. Salut Wakanda Hero, merci mon frère, on partage. Je pense donc que tant que nous n'allons pas déconstruire ce qu'ils ont construit dans nos êtres, pas simplement en route, nous pouvons casser les ambassades, nous pouvons casser même le palais de l'unité, nous pouvons casser les maisons des ministres, des docteurs, je ne sais pas quoi. Nous pouvons même tuer Paul Biya physiquement, nous pouvons tuer Fameux Ndongo physiquement, mais ça ne va changer en rien
à la domination. Parce que la domination, ce ne sont pas les hommes. La domination, c'est une façon de penser. La domination, c'est un état d'esprit. Et lorsqu'ils ont déjà introduit cet état d'esprit, lorsque la domination s'est cachée au fond de nous, nous allons nous bagarrer avec les choses à l'extérieur. Mais nous n'allons pas comprendre la domination elle-même. Nous n'allons jamais vaincre la domination. Donc moi, mon travail, c'est ça. C'est vaincre la domination dans ses idéologies. Je vais utiliser ses propres mots pour le combattre. Ses propres idéologies pour combattre. Bonjour Véro Tindo. Bonjour, 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 bonjour. Merci que vous soyez tous là. Donc je vais trouver un petit endroit où je vais stationner. Et nous allons avoir une conversation, une réflexion citoyenne sur le renouveau. Parce que quelque chose m'a beaucoup fasciné. C'est le fait que nos parents, ça veut dire que ceux qui sont là, qui étaient là avant nous, nous ont pris. Attention, attention, on appuie sur like. On partage parce que les mecs, ils ne blaguent pas. Hein, ils ne blaguent pas. Hein. Ils ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas. Ils coupent à la source. On like, on partage et on écoute. On commente. On like, on partage, on écoute, on commente. C'est comme ça que ça marche. Sinon, ces gars vont nous couper. Donc, je disais que quelque chose m'a fasciné. C'est le discours de nos parents. Quand je dis parents, ici je dis ceux qui sont venus avant nous, de nos prédécesseurs même. Que ce soit les hommes politiques, peu importe, c'est leur discours qui m'a beaucoup fasciné. Pourquoi le discours de nos prédécesseurs m'a fasciné? C'est parce que j'ai toujours questionné pourquoi. Bon, je vais garer ici. Ok. Salut, salut Martin Joe. Bonsoir frérot, bonsoir. Excusez-moi, je vais allumer là. Donc, j'ai toujours été fasciné par le discours de nos parents. La façon dont ils nous ont présenté le régime de M. Biya. Ce qui les a motivés à soutenir M. Biya. Si vous constatez, nos parents dans leur discours, c'était M. Biya était un jeune auquel ils ont cru, en qui ils ont cru, pardon, et qui venait avec des concepts comme moralité et je ne sais pas quoi. C'était un discours qu'on nous a répété. Et que même au Cameroun, même l'opposition, très souvent, nous répète ces erreurs. Nous disent qu'ils ont cru à M. Biya parce que rigueur et moralité était le slogan. Et la question que je pose toujours à nos anciens, à nos parents, à nos prédécesseurs, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le mot rigueur et moralité. Pourquoi ont-ils cru? Est-ce que c'est parce que le prédécesseur de M. Biya n'était pas très rigoureux, n'était pas si rigoureux? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'était pas si moraliste? C'était la question. Donc, pour moi, j'ai toujours questionné les concepts. Les mots qui ont endormi nos parents, je ne veux plus que ces mots nous endorment, nous les nouvelles générations. Et l'un des concepts qui a aussi beaucoup frappé, et qu'on répète jusqu'à aujourd'hui, c'est le renouveau. Ce mot est un mot magique. C'est un mot magique qu'on répète tout le temps, où les représentants du RDPC et même parfois l'opposition répètent ces formules magiques sans comprendre les faits
magique que cela dans l'esprit des citoyens. Sans comprendre l'effet magique. Ce sont des formules magiques. Le renouveau, c'est une formule magique. Nous devons faire attention lorsque nous présentons le régime de M. Biya. Faisons attention à utiliser les formules magiques du régime Biya. Parce que ce sont ces formules magiques qui ont gardé psychologiquement des millions de citoyens en prison. Psychologiquement. Qui ont attaché dans les bouteilles les millions de citoyens camerounais. Voici donc 42 ans de renouveau. J'aimerais qu'on regarde le mot renouveau. Dans le mot renouveau, nous avons deux parties. Le préfixe ré et nous avons nouveau. Et partout où il y a le préfixe, la grande majeure partie des mots où nous allons trouver le préfixe ré, nous allons toujours avoir une répétition. Lorsqu'on dit ré, très souvent, ce préfixe veut dire qu'on va répéter la même chose. Redescendre, remonter, repartir, revenir, répéter, répéter deux fois. Donc le préfixe ré, c'est un préfixe de la répétition. Et le mot nouveau, la racine nouveau, nouveau veut dire quelque chose qui n'était pas avant. Quelque chose qui n'était pas avant. Quelque chose qu'il n'y avait pas. Quelque chose qui est nouvellement existante. Nouveau veut dire quelque chose qui arrive pour la première fois à l'existence. Donc, vous allez comprendre que dans l'expression renouveau, il y a un conflit. Dans l'expression renouveau, moi je ne veux pas vous donner la définition du dictionnaire de Larousse du mot renouveau. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas la définition du mot renouveau du dictionnaire qui m'intéresse. Je veux comprendre, je veux que nous comprenions les termes et les idéologies, les concepts avec notre propre intelligence. Parce que nous sommes intelligents. Le peuple camerounais, chaque citoyen camerounais est doté d'une capacité intelligente illimitée. Donc, nous n'allons plus tomber dans le piège de réciter les concepts, les mots, les définitions des mots, comme ils veulent. D'ailleurs, un ami dit renaissance. Dans renouveau, donc vous voyez qu'il y a un conflit. On ne peut pas avoir quelque chose qui est nouveau, qui a déjà été nouvelle. Pardon, on ne peut pas avoir quelque chose qui est nouvelle, qui a déjà été nouvelle. On ne peut pas avoir quelque chose qui est nouvelle, qui a déjà été nouvelle. Le renouveau était donc ici une forfaiture. C'était ici une façon autre de dire, ce sera la continuité. Ajouté avec des termes comme rigueur et moralisation qui venaient tout chambouler dans nos esprits. Parce que les Camerounais ne comprennent même pas ce que c'est que la rigueur. La rigueur pour la majeure partie des Camerounais, c'est le bâton. La rigueur pour la majeure partie des Camerounais, c'est la punition. Lorsque on dit que quelqu'un est rigoureux,
Très souvent, c'est lorsque cette personne fait preuve de méchanceté ou bien de ténacité à faire du mal, à punir. C'est là où on dit que quelqu'un est rigoureux. Très souvent, c'est comme ça que nous comprenons les termes rigoureux. Lorsque nous entendons moralisation, on va directement le fait que c'est quelqu'un qui a une approche des moralités. C'est quelqu'un qui sait ce qui est moral et ce qui est immoral, qui fait la différence. Mais en fait, je vais vous dire non. Non. La rigueur ne veut rien dire. Le renouveau, c'est un concept en conflit avec lui-même. C'était simplement le recommencement de la même chose. Le recommencement de ce qui avait été, la continuité. Ce n'était pas la venue de quelque chose d'autre. Parce que ce qui est nouveau est nouveau. Ce qui est renouveau est la continuité de ce qui était. On ne peut pas avoir de nouveau deux fois. Mais, les gens vont me dire, parce que j'ai aussi vu un commentaire, la Renaissance, il faut que j'éclaire cela. On peut avoir une nouvelle naissance. On peut même mourir et renaître. Il y a des concepts idéologiques qui disent que l'être humain même s'incarne, que la vie ne s'achève pas. On peut vouloir tuer, ou bien on peut penser avoir tué quelqu'un, il est dans le coma, et puis il renaît du coma. On a souvent ces expressions, le phénix renaît de ses cendres. La renaissance a une odeur de quelque chose de nouveau. La renaissance ne veut pas dire que on viendra avec la même chose. La renaissance veut aussi dire que on a voulu nous tuer, mais il y a eu renaissance. On renaît de nos cendres. La renaissance veut dire qu'il y avait quelque chose de fondamental qu'on a détruit et que nous voulons ramener à la vie. Mais le concept renouveau est un concept conflictuel. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui est nouveau deux fois. Il n'y a rien qui est nouveau deux fois. C'était une façon de nous tromper donc sur ce que c'est que le renouveau. En fait, le renouveau voulait dire la continuité. Nouveau parce que le prédécesseur, M. Ahidjo, pour les Occidentaux, pour les néocolons, était quelque chose de nouveau. Les indépendances qu'on nous avait offertes en cadeau, un cadeau empoisonné, était pour ceux qui ont conçu le concept de renouveau, quelque chose de nouveau. Et il fallait donc continuer à dire aux gens que ce qui arrive est nouveau. Mais ce n'est pas nouveau par rapport à ce qu'il y a eu dernièrement. C'est nouveau comme ce qu'il y a eu dernièrement. Ceux qui ont créé le concept renouveau veulent nous faire comprendre ont voulu nous faire comprendre ceci, qu'il ne devait pas avoir changement. C'est juste que, comme le prédécesseur était quelque chose de nouveau, Monsieur Biya était encore quelque chose de nouveau comme ce qui a été précédemment. Et puisque nous sommes friands du nouveau, puisque tout être, la nature est friand de ce qui est nouveau, alors nous allons tomber dans le piège de la compréhension. Nous allons dire, ouais, Paul Biya, le renouveau, le mouvement du renouveau, et vraiment tout sera nouveau. Mais il y avait un redevant qui était en conflit avec le nouveau. Une nouvelle naissance, c'est possible, mais une nouvelle nouveauté
qui est de la même, parce que veut dire que c'est cette nouveauté qui revient. J'espère que je me fais comprendre. Je sais que les gens disent que, oh oui, quoi, tes lives, c'est toujours parce que tu divagues, tu es dans les airs, mais c'est dans les airs qu'on nous a eu. C'est dans les airs que M. Biya a réussi à, un homme de 1,65 m a réussi à contrôler tous les géants du Cameroun. Tous les grands hommes, les militaires. C'est parce qu'ils ont compris l'importance des airs. Et les airs, c'est quoi? C'est l'esprit, la tête. Ils ont compris l'importance des airs. Le renouveau. C'était un concept pour nous tromper parce que nous sommes friands du nouveau. Parce que chez nous, ils savent que l'être humain est friand du nouveau. L'être humain a un problème avec l'ancien. Ce qui dure trop longtemps, c'est ennuyeux. La nouvelle fille, le nouveau gars, le nouveau boulot. Nous sommes dans des sociétés qui pensent qu'il faut toujours changer tout le temps. Les nouveaux habits, les nouvelles chaussures, le nouveau téléphone. Donc ils sont conscients que nous sommes friands du nouveau. Ils étaient conscients de ça depuis. Alors pour nous attraper, et pour ne pas se leurrer eux-mêmes, ils ont dit renouveau. Ça veut dire qu'un nouveau encore. Que ce qui était à Aïdjo était nouveau, et ce qui avait Biya, c'est encore nouveau comme ce qui était à Aïdjo. Et voilà où on s'est laissé piéger. Les gens sont rentrés de l'Europe, tout le monde est parti de chez lui, d'autres ont abandonné leur famille, d'autres ont pris les esprits ou bien leur boîte à ancêtres, ils ont donné à M. Biya parce qu'ils se sont dit, ah! Ils n'ont pas compris le concept renouveau, ils n'ont pas vu la continuité, le recommencement, la même chose dans renouveau. Et c'était une erreur fondamentale. En fait, la rigueur ne veut rien dire. La rigueur, on nous a trompé avec le mot comme rigueur, et les mots comme rigueur et moralisation. Mais regardons très bien, chers Camerounais, regardons très bien. Regardons très bien. La rigueur en elle-même ne veut rien dire. Ce n'est pas une vertu. Être rigoureux n'est pas une vertu. Parce que être rigoureux dépend de ton idéologie. Si tu es un homme qui tue les gens, parce que tu vis du crime ou de la mort des gens, tu seras très rigoureux avec celui qui ne tue pas les gens. Et tu vas tuer avec beaucoup de rigueur, tu ne vas pas blaguer. Si tu es un homme qui aime les gens, qui aime que les gens vivent, tu seras aussi rigoureux avec le fait que tu ne laisseras pas les gens tuer les gens. Ou bien toi, tu ne participeras pas à la tuerie des gens. Donc la rigueur est un outil. La rigueur est juste un outil. Mais la rigueur ne dit pas la direction que tu veux prendre avec elle. Mais nous, dès qu'on a entendu rigueur et moralisation, on s'est dit rigueur suffisait pour on aille se plier sur M. Biya. Se jeter sur lui, tout lui donner, tout lui jurer. Parce que nous sommes des gens de bien. Le peuple camerounais, les Camerounais, comme tout être humain, comme les autres Africains, c'est des gens qui veulent vraiment le bien. Des gens qui ont été torturés pendant des millions d'années. Des peuples qui ont été pourchassés, torturés, mis en état, vendus comme des objets. Vendus comme des objets. Torturés, vendus, tués comme des animaux. C'est des gens, la rigueur dans notre sens. Dans le sens où, comme on n'aime pas la corruption, la rigueur veut dire pour nous, celui qui sera rigoureux envers les corrompus.
Protéger, partager. Protéger, partager. Protéger, partager. Ces gens ne sont pas contents qu'on fasse ce travail de sensibilisation, de dézombification des masses. Donc, je disais que comme nous sommes des personnes bien, nous sommes des personnes qui aimons, nous sommes des personnes. On a cru que quand on disait rigueur, nous on a orienté à notre sens. Ah oui, rigueur veut dire on n'aime pas la corruption. Alors M. Biya sera quelqu'un qui sera rigoureux contre la corruption. On n'aime pas le tribalisme, M. Biya sera rigoureux contre le tribalisme. On n'aime pas le favoritisme, on n'aime pas. Alors M. Biya sera rigoureux parce que nous avons projeté à M. Biya notre bien, notre idéologie, notre concept, alors que eux, ils nous parlaient d'autre chose. M. Biya, lorsqu'il utilisait le mot rigueur, ça n'avait rien à voir avec forcément ce que nous, le peuple, nous pensions. Lorsqu'il parlait moralisation, ça n'avait rien à voir avec ce que nous pensions. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il faut se rappeler de comment M. Biya arrive au pouvoir. Il faut qu'on se rappelle tout le temps. Il faut que tout le temps, vous vous rappeliez de comment M. Biya arrive au pouvoir. Quelles sont les forces qui mènent M. Biya au pouvoir? Comment M. Biya arrive au pouvoir? Vous pouvez comprendre que voulait dire rigueur et que voulait dire moralisation. Est-ce que vous pensez que des colons ou des puissances coloniales qui mettent des gens au pouvoir ont la même définition des mots que vous? Parce que c'est eux qui mettent ces mots dans la bouche des gens qui amènent au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'ils ont la même définition du mot rigueur? Est-ce que le mot rigueur va dans le sens de défendre les intérêts des Camerounais? Je ne crois pas. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un au pouvoir dans les pays où vous voulez avoir la mainmise, les intérêts économiques, politiques et géostratégiques, et vous leur donnez des concepts de libération. C'est comme on dit d'habitude, il y a une seule Bible, mais le riche comprend la Bible différemment que le pauvre. Comprenez que M. Biya vient d'abord au pouvoir par l'aide des puissances occidentales, les puissances coloniales, les puissances impérialistes. Ces puissances veulent garder la main mise sur les richesses et les peuples de ce pays. Alors ces puissances, en le mettant au pouvoir, lui allouent des concepts et des idées. Pensez-vous que le mot rigueur avait pour objectif d'être rigoureux contre la corruption, d'être rigoureux contre le tribalisme, d'être rigoureux contre le népotisme, d'être rigoureux contre les injustices? Non, puisqu'ils ne vivent que des injustices. Ceux qui ont amené M. Biya au pouvoir de manière injuste ne vivent que des injustices. Donc lorsqu'ils sont rigoureux ici, ils nous ont dit qu'ils ont amené quelqu'un qui sera rigoureux 10 000 fois plus que M. Ahidjo. C'était ça le mot, c'était ça la définition du mot rigoureux selon eux. Et nous l'avons vu, M. Biya était 10 000 fois plus rigoureux. Mais dans quel sens? Dans le sens qu'il n'a pas blagué avec les intérêts des Camerounais. M. Ahidjo n'a pas été trop rigoureux dans la posture occidentale. Il n'a pas été trop rigoureux. Il a voulu faire, il a quand même un peu donné ici l'aéroport, il a donné des avions, il a donné de ceci, mais ce n'était pas ce que les Occidentaux voulaient. C'est pour ça qu'ils ont monté le coup, pour vous dire qu'il est malade, pour vous faire ceci, pour le tuer et demander qu'il laisse la place à M. Biya. Parce que rigueur ici, ce n'était pas dans le sens du bien du peuple camerounais. Rigueur ici, c'était dans le sens du bien de ceux qui voulaient les richesses du peuple camerounais. Je vous dis que moi, je suis là pour déconstruire les concepts. Je suis là pour vous faire comprendre le langage réel de ceux qui veulent nous dominer, de ceux qui nous ont dominés, ceux qui veulent encore continuer. Il faut d'abord qu'on les comprenne. Parce que si on ne les comprend pas, on va tomber dans les pièges des mots, des idéologies.
Posez-vous la question. Comment est-ce que M. Biya arrive au pouvoir? Comment est-ce que M. Biya arrive au pouvoir? M. Biya arrive au pouvoir parce qu'il est aidé par les puissances coloniales. Ce qu'on appelle la France-Afrique. Il n'arrive pas au pouvoir parce que les Camerounais l'ont choisi. Il n'arrive pas au pouvoir parce que les Camerounais ont compris quels étaient les problèmes du Cameroun. Et il lui alloue des concepts politiques parce qu'il faut lui donner une certaine veste politique. Il faut lui donner des slogans, des mots qui intéressent les émotions des gens, des peuples. Et beaucoup de nos prédécesseurs sont tombés dessus, nos hommes politiques. Beaucoup de nos hommes politiques sont tombés dans cette magouille. Beaucoup de nos... Partagez, on like. Les gars, ils ne blaguent pas. Beaucoup de nos hommes sont... Et beaucoup sont encore. Il y a même un frère, ou c'est une soeur, Mick Ngenga, qui dit... Beaucoup sont encore. Donc, n'oubliez jamais la genèse de l'histoire Biya. De qui est M. Biya? Comment il arrive au pouvoir? Si vous comprenez comment M. Biya arrive au pouvoir, vous allez comprendre la signification des concepts. Parce que ces concepts lui sont alloués par ceux qui le mettent au pouvoir. Posez-vous la question, est-ce que les gens qui mettent M. Biya au pouvoir ont un avantage à ce que M. Biya soit rigoureux sur la corruption? Un avantage à ce que M. Biya soit rigoureux sur le tribalisme? Un avantage à ce que M. Biya soit rigoureux sur l'injustice? Est-ce qu'ils ont un avantage? Non. Mais ils ont un avantage à utiliser ces mots, à demander à Biya d'utiliser ces mots, à présenter Biya avec ces mots. Parce que c'est nous, ils savent que nous sommes friands des mots. Ils savent que nous sommes friands des mots. Ils le savent. Dès que quelqu'un dit seulement « je t'aime », c'est la clé magique, nos pieds sont ouverts. Tellement on a soif d'amour, on est en manque d'amour, que dès qu'on entend quelqu'un nous dire « je t'aime », c'est fini. Dès qu'on ouvre seulement. Dès qu'on entend quelqu'un nous dire « je serai rigoureux », c'est terminé. On ne cherche pas à comprendre, mais rigoureux dans quel sens? Est-ce que la rigueur est une vertu en elle-même? Non, la rigueur est un outil mental. C'est-à-dire que ce n'est pas une vertu. Tu peux être rigoureux dans le crime. Tu ne blagues pas lorsqu'il faut tuer, lorsqu'il faut empêcher, lorsqu'il faut torturer. Tu ne blagues pas avec ton pouvoir. Tu peux être rigoureux avec ce que tu appelles mon pouvoir. Tu peux aussi être rigoureux envers ceux qui font le mal, ceux qui torturent, ceux qui détournent, ceux qui volent. Donc la rigueur ne veut pas dire qu'on est bon. C'est un outil qu'on utilise dans l'idéologie profonde que nous avons. Et pour comprendre l'idéologie profonde, il faut comprendre comment M. Biya arrive au pouvoir. Vous comprenez qui l'amène au pouvoir et vous comprenez vous allez comprendre ce que voulait dire rigueur. Pour ceux qui amènent M. Biya au pouvoir, la rigueur était simplement d'appliquer rigoureusement les ordres. Parce que M. Ahidjo, à un moment, n'a pas voulu appliquer rigoureusement les ordres. C'est ça la rigueur. C'était ce que signifiait la rigueur. La rigueur voulait dire que M. Biya va appliquer rigoureusement les ordres de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Ce que Ahidjo ne faisait pas. Certes, il appliquait les ordres, mais il n'était pas rigoureux. Il a voulu commencer à construire des choses, faire ceci, machin. D'ailleurs, M. Ahidjo, en partant, laisse un discours. Il laisse un discours. M. Ahidjo laisse un discours où il dit qu'il a laissé le Cameroun en voie de prospérité ou bien prospère. M. Biya hérite, lui-même dit qu'il hérite d'un Cameroun prospère. C'est de ça qu'il est question. M. Biya dit qu'il hérite d'un Cameroun prospère. Mais
est-ce que nous pouvons dire en 2021, en 2024, pardon, que nous sommes prospères, que nous prospérons, que le Cameroun est en train de prospérer? Non. Directement, lorsque M. Biya arrive au pouvoir, bam, il entre au FMI, il liquide toutes les sociétés publiques à des privés, parce que c'est ce que lui demande. C'est les gens qui l'ont mis au pouvoir. On lui exige, on lui demande d'aller au FMI, qu'il aille prendre des prêts que le Cameroun ne pouvait pas payer, ne pouvait pas payer en ce moment, parce que le Cameroun, pour payer des prêts, il faut que tu aies un revenu qui te permet de payer des prêts. N'est-ce pas? Il fallait donc que M. Biya aille au FMI, endetter le Cameroun pour l'éternité, et maintenant, on allait lui imposer ce qu'on appelle le libéralisme économique. Il devait donc liquider toutes les sociétés, toutes les entreprises publiques à des privés occidentaux. Parce que vous ne pouvez pas rembourser la dette. Alors, vous devez libéraliser. Ça veut dire que vous devez ouvrir votre marché, votre pays à toute prédation. Tout a été vendu, cassé, brisé sous le régime de M. Biya. C'est pour cela que M. Biya reste au pouvoir, parce qu'il a été rigoureux en ce qui concerne l'objectif occidental, l'objectif prédateur occidental. Bonjour Polycarpe Nana. C'était ça la rigueur. Et la moralisation. Comprenez un peu la moralisation. Moralisation, c'est le processus de moraliser. Merci, je suis là, moi je suis là mon frère Nana. Le processus de moraliser. Mais on doit se questionner, la morale, c'est quoi? Qui détermine ce que c'est que la morale? C'est quoi la morale? La morale, tu penses que la morale, c'est aider les pauvres, soigner les malades, je sais pas, que c'est ne pas faire le mal, ne pas insulter, ne pas souhaiter la mort d'un président, ne pas... Non! La morale est un construit idéologique. Voilà pourquoi ce qui est moral dans certains pays est immoral dans d'autres pays. Parce que la morale dépend du construit social dans lequel tu es. Lorsque quelqu'un dit qu'il sera moralisateur, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément bon pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il défendra vos idées de société, vos concepts de moralité. Posez-vous toujours la question. Comment est-ce que M. Biya arrive au pouvoir? Qui sont ceux qui mettent M. Biya au pouvoir? C'est eux qui déterminent la morale. Ce ne sont pas les Camerounais qui déterminent la morale. C'est ceux qui mettent M. Biya au pouvoir. C'est eux qui nous enseignent. C'est eux qui déterminent l'éducation. C'est eux qui déterminent l'éducation spirituelle. C'est eux qui déterminent l'éducation formelle. Ça veut dire l'école, et je ne sais pas quoi. C'est eux qui déterminent les médias qu'on doit suivre. C'est eux qui imposent les médias, les chaînes de radio. Tout c'est eux. Donc, la morale même, c'est leur morale. Lorsque M. Biya dit moralisation, ne croyez pas que c'est votre morale. Vous ne connaissez même pas. Nous, le peuple, on ne connaît même pas quelle est notre morale. On ne sait pas. On croit qu'on sait. En fait, tout ce que nous concevons comme morale, c'est un construit de ceux qui nous ont dominés. Pour les Occidentaux, donc pour le colon, c'est moral d'aller dans un pays et s'accaparer des richesses de ce pays.
pour servir les intérêts de son pays ou bien d'un groupe oligarchique dans son pays. C'est comme ça qu'ils conçoivent la morale. Alors, lorsqu'ils choisissent un dirigeant, ils le mettent au pouvoir, ils ont déjà inculqué cette morale à ce dirigeant. Lorsque ce dirigeant vient vous dire sera moralisateur, écoutez, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas votre morale. Ce n'est pas ce que vous concevez comme morale que lui va faire. C'est ce que ceux qui l'ont mis au pouvoir conçoivent comme morale. C'est ça qu'il va faire. Ce n'est pas de vous qu'il parle. Ce n'est pas pour votre bien qu'il parle. Il faut que vous compreniez comment le mal fonctionne. On vous donne des idéologies, mais vous ne savez pas. Mais qui sont? À quoi? Que signifient ces idéologies? Ces mots. Lorsque M. Biya dit qu'il est moralisateur, il sera moralisateur. Ce n'était pas dans le sens de plaire à la vision morale africaine ou bien camerounaise. Non, c'était une façon de dire qu'il va plaire à la morale imposée. Et c'est ceux qui déterminent la morale, ceux qui l'ont mis, qui déterminent ce que c'est que la morale. Il faut que vous soyez faites attention aux hommes politiques et les mots. Regardez toujours comment ils arrivent au pouvoir. Posez-vous toujours la question, qui sont ceux qui les pistonnent au pouvoir? Comment ils font pour arriver au pouvoir? Viennent-ils au pouvoir par voilà, il y a des amis qui disent que c'était encore les slogans de Mitterrand en 81. Viennent-ils au pouvoir par des forces extérieures ou bien viennent-ils au pouvoir parce que c'est le peuple qui a soif de libération qui l'amène au pouvoir? Ils ont tué de manière morale tous ceux qui étaient contre. Tous ceux qui étaient contre la morale camerounaise. Ils ont tué tous ceux qui étaient contre la morale, ceux qui voulaient la morale du Cameroun, qui voulaient que la morale du Cameroun prime, qui étaient rigoureux envers ceux qui étaient contre le Cameroun, Ils ont tué tous les rigoureux qui étaient contre l'injustice, la corruption, le vol des élections, le tribalisme. Ils les ont tous tués. Les leaders, je parle ici des leaders. Ils sont restés avec un Cameroun, à la tête du Cameroun, ils ont mis à la tête du Cameroun un homme qui est moraliste et en même temps rigoureux. Et personne n'a posé la question. La morale, c'est la morale de qui? La rigueur, c'est la rigueur envers quoi? Envers qui? Donc, morale et rigueur et moralisation, renouveau, c'était des arnaques idéologiques. Des arnaques idéologiques. Et c'est parce que c'était des arnaques idéologiques que nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Nos parents sont tombés dans ces pièges parce que nos parents n'ont pas nos prédécesseurs, nos hommes politiques d'avant n'ont pas posé la question aussi fondamentalement. Ils n'ont pas posé. Trop superficiel. Je peux comprendre. Si tu as vécu l'esclavage, tu as vécu les tortures, la tuerie au napalm. À un moment, parfois, tu es sujet à très vite abandonner, à très vite comprendre que les choses vont changer, à te livrer même au diable. Parce que tu n'as plus assez de force pour réfléchir. Tu as juste besoin de survivre. Je pense que les Camerounais s'étaient retrouvés en 2000, en 82, dans un état de fatigue mentale.
D'ailleurs, Wakanda Hero dit, il ne parlera jamais de souveraineté. Est-ce qu'on dirige un pays, est-ce qu'un peuple est heureux parce que le président est rigoureux? Est-ce que vous avez déjà été heureux parce que votre papa était rigoureux? Simplement parce que votre papa était rigoureux. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire qu'il avait été heureux dans sa vie parce que son papa était simplement moralisateur? Combien de parents moralisateurs et rigoureux avons-nous eu? Où sont-ils aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Pourtant, ce qu'on avait besoin, c'était un peu plus de liberté, de compréhension. On avait besoin d'une atmosphère familiale. Pas de la rigueur, mais d'une atmosphère familiale qui nous accompagne à devenir des hommes. Qui nous accompagne à comprendre le monde. Même lorsqu'on voulait faire les choses que nos parents trouvaient que c'était mauvais, au lieu qu'ils soient simplement rigoureux et moralisateurs, nous avons eu besoin de nous sentir souverains. Capables d'être indépendants dans la vie. Si papa mourait et que papa n'était plus là pour me donner des ordres, est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que je saurais quoi faire? C'était ça qu'on avait besoin. C'était de ça qu'on avait besoin. Mais ils ont été simplement rigoureux et moralisateurs. Et nous voyons, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont égarés. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas comment commencer une vie. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas où poser les pieds. Ils ne savent même pas où finir. Ils ne savent pas quoi faire des émotions, de leurs émotions dans les couples, dans les relations. Les gens sont simplement en écarlate. Parce que personne ne nous a parlé de souveraineté. Ce qui veut dire de capacité indépendante de prendre son destin en main. On nous a parlé de moralisation et de rigueur. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le niveau national, c'était toujours été ça les débats. Donc vous pouvez comprendre pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On n'arrive pas à se détacher de l'idée que M. Biya n'est plus. Nous n'arrivons pas à penser la lutte même sans voir M. Biya comme étant le centre de la lutte. Nous le poursuivons partout. Nous l'appelons de partout. Nous voulons qu'il revienne. Nous voulons qu'il reparte. M. Biya est le centre de nos cris et de nos pleurs. On a peur parce que personne ne nous a appris la souveraineté. On ne sait pas. Dès que M. Biya fait 2 jours sans être vu, oh, le président devrait faire au moins un discours de la nation pour dire pardon, pour dire pitié à gens qui sont morts. Mais vous demandez quoi? À qui? Nous sommes emprisonnés, le peuple camerounais est emprisonné autour, à cause des formules magiques, d'un monsieur qui serait rigoureux et moralisateur, de qui on attendrait tout. Les gens espèrent de ce monsieur. Les gens attendent. Les gens le cherchent. Les gens veulent le voir. Les gens, quand ils le voient, ils sont en euphorie. Lorsqu'il manque, les gens tremblent dans leurs caleçons. Ils ont réussi à faire de M. Biya le centre de notre vie. Voilà où nous sommes. Parce que nous n'avons jamais questionné qu'est-ce que nous voulons vraiment, individuellement ou en tant qu'un peuple. Ce que nous voulons, c'est d'être des êtres ou bien un peuple souverain. Un peuple qui peut se détacher de son passé. Un peuple qui peut continuer et continuer debout, même lorsque ses prédécesseurs l'auront abandonné. Mais lorsque vous avez tenu des gens sur les concepts vagues de rigueur et moralisation, qui étaient des rigueurs vis-à-vis de ceux qui voulaient la souveraineté du peuple camerounais, des moralisations qui étaient contre les moralités du peuple camerounais, on est tombé sur ces pièges et ces mots. Nous voilà aujourd'hui.
On dit que moralisation. Monsieur Biya a remarqué que c'est sous son magistère que l'homosexualité a été un sujet de débat dans les chaînes, dans la conversation. Je ne suis pas, écoutez, je ne suis pas en train de parler ici des idéologies homosexuelles. Je parle ici du fait que l'homme qui vous a dit qu'il serait rigoureux, moralisateur, sa propre fille a été filmée en train de faire des choses que la conscience collective camerounaise ne conçoit pas comme étant morales. Est-ce que vous avez vu M. Biya réagir? Parce que pour lui, c'est moral. Parce que selon ceux qui l'ont mis au pouvoir, ce qu'elle fait est moral. On essaye de cacher ça dans les concepts de c'est sa vie privée. Attention, qui vous dit même que le respect de la vie privée, c'est notre morale? Il faut aussi se questionner parce que c'est aussi là où on nous piège très souvent. C'est-à-dire que tout le monde se met à faire quelque chose et puis on dit que c'est sa vie privée, c'est pas sa fille du président, donc elle a sa vie privée, machin, les gens sont seulement méchants et mauvais. Excusez-moi, je crois que je suis obligé d'allumer le véhicule parce que la batterie sûrement s'est annoncé qu'elle allait, la voiture a peut-être senti que j'utilise la batterie parce que j'avais éteint le moteur, mais j'avais la lumière parce que j'ai besoin de lumière pour vous parler. Regardez, parce que c'est ça la morale que eux ils ont, ceux qui ont mis M. Biya au pouvoir. Pourquoi? Les gars, partagez, les gars, c'est une blague pas. Partagez, commentez, laissez des likes. Ces gars ne blaguent pas. C'est ça la morale occidentale. La morale occidentale la morale impérialiste, la morale colonialiste, c'est imposer des comportements presque bestiaux. Laisser les gens se comporter, avoir des comportements bestiaux. C'est ça qu'on appelle la liberté dans les pays occidentaux. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça la morale. Voilà pourquoi on n'a rien fait envers la fille de M. Biya. On a peut-être fait des choses contre les autres petits homosexuels du quartier des pauvres. Parce que les quartiers des pauvres ont d'autres morales. Ils ont peut-être une morale plus, je sais pas. Mais la fille de Biya, rien. On n'en a même pas en parlé dans les chaînes de télé. On n'a même pas eu à discuter de ça. Elle continue à faire la folle. Pourquoi? Parce que c'est en fait ça la morale occidentale. Lorsque M. Biya dit qu'il sera moralisateur, c'est en fait qu'il dit qu'il va laisser ça, ce genre de comportement, des comportements bestiaux continuer. Parce que ceux qui veulent tenir le Cameroun en otage, ceux qui veulent garder la main mise sur les richesses du Cameroun, ont besoin des citoyens bestiaux. Ils ont besoin des citoyens qui se comportent de manière compulsive, émotive. Ils ont besoin de ça. Ah ben oui. Parce que c'est la meilleure façon de contrôler les gens. C'est les pousser à agir de manière émotive, bestiale. Les contrôler par les émotions primitives comme la peur, la frustration, le ressentiment. Et puis bon, dès que tu as des gens qui ont peur, tu peux tout leur dire. Tu peux donner juste un mot renouveau, ils acceptent. Tu peux dire que c'est la moralisation, ils acceptent. Tu peux dire, ils ne vont plus questionner. Tu dis que c'est la vie privée de chacun, c'est la vie privée de chacun. Personne ne pose la question, mais si c'est une vie privée, pourquoi ce n'est pas dans le privé? Non, parce que pour la morale occidentale, la vie privée est quelque chose qu'on peut vivre dehors, ouvertement. Ici, c'est ici que j'ai vu les gens s'embrasser ouvertement dans les rues. Normalement, je vais toujours penser dans ma culture ou dans ma façon de voir les choses que même seulement s'embrasser, c'est quelque chose qu'on devait faire même en cachette. Je veux dire que c'est sucer les langues et tout ça.
cracher les bactéries dans la bouche de l'autre, l'autre te donne sa part de bactéries, les hépatites et tout et tout. Je me suis dit que bon, ok, si tu veux même faire ça, c'est peut-être en cachette parce que c'est tellement stupide de se donner les bactéries, de s'échanger les salives. Mais bon, puisque on a été éduqué à ça, je ne vais pas nous juger pour ça. Mais je ne savais pas qu'on fait ça dehors en route. Ici, la morale, c'est ce que tu fais dans la chambre. Tu dois faire ça dehors. Donc, lorsque M. Biya disait que moralité, c'était ça, c'est qu'il va amener tout ce qu'on fait dans les chambres, dehors. Il va condamner tous ceux qui font les choses qu'on fait dans les chambres, Il n'amène pas ça dehors. Si tu ne... D'ailleurs, même quand on vole, si tu ne voles pas les milliards, tu n'es pas l'ami de M. Biya. Tu n'entres pas au gouvernement. On arrête tous ceux qui n'ont pas volé en les présentant comme les voleurs. Ceux qui ont volé, on les promeut. C'est ça la morale de l'occupant. C'est ça la morale du colon. C'est ça la morale de l'impérialiste. C'est ça la morale de ceux qui ont mis M. Biya au pouvoir. Alors M. Biya ne peut pas avoir une autre morale. Même s'il a dit moralisateur, ça n'avait rien à voir avec nous. Moi, je suis là pour déconstruire les concepts et les idéologies qui nous ont gardés en esclavage, qui nous ont tenus psychologiquement en prison, avec ce qu'on appelle le renouveau, la continuité de ce qui était nouveau 2 fois. Je ne comprends pas ce qui était à nouveau, je ne sais pas pourquoi c'est encore nouveau. M. Biya est la continuité de M. Ahidjo, qui lui est le produit de la France-Afrique, qui est le produit de ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons libres et réellement moraux, comme nous on le comprend. Il faut comprendre ça. Et qu'est-ce que ça a donc causé? Le fait qu'on n'a pas compris ça au départ, le fait que nos prédécesseurs, nos hommes politiques, dans leur naïveté, n'aient pas compris ça, ça a créé une zombification collective. Aujourd'hui, si M. Biya met quelqu'un en prison, d'ailleurs, on interpelle M. Biya. Quand M. Biya est rentré, il y aura sûrement un conseil des ministres. Attention, M. Biya va mettre les gens en prison. On a annoncé ici que M. Biya est rentré et que M. Atanganji est en train de courir. M. Atanganji est en train de sortir du pays avec des perruques. Quelques jours après, on vous annonce qu'Atanganji a pris une décision parce que la falaise s'est écroulée, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ça fait en sorte que tout le monde attend la rigueur. Tout le monde espère de l'homme rigoureux et l'homme moraux les choses. On n'arrive plus à se détacher. On n'arrive pas à penser hors de lui. On n'arrive pas à concevoir hors de lui. On attend d'eux des nominations. On attend d'eux qu'un jour, il ne sait pas quoi, il corrige, je ne sais pas quoi. Ça n'arrivera jamais. Parce que M. Biya n'a pas le même concept de la rigueur et de la moralisation que nous. Parce que la rigueur ou la moralisation ne sont pas des vertus. Ce sont des outils. Ça dépend. Tu peux prendre, c'est comme un couteau. Tu peux prendre le couteau, tu poignardes quelqu'un avec. Tu peux prendre le même couteau, tu épluches une pomme, tu le nourris avec. Monsieur Biya utilisait la rigueur juste pour poignarder le peuple camerounais, pour servir les intérêts, pour être plus rigoureux, pour couper tout, pour tout privatiser, pour tout au service de ceux qui ont mis au pouvoir. Il a été bien rigoureux. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est le meilleur élève. Parce que c'était une façon de déclasser Ahidjo. De dire, vous avez choisi Ahidjo avant, mais je vais vous prouver que je suis plus bon que... Je suis rigoureux lorsqu'il s'agit de défendre vos intérêts. Donc, vous devez me garder au pouvoir. Vous devez tout faire pour moi parce que je vais le faire. Moi, je suis rigoureux. Je suis votre meilleur élève. C'est ce que ça voulait dire lorsque M. Biya dit que je suis votre meilleur élève. Ça veut dire que vous avez pensé qu'il y a d'autres qui sont peut-être meilleurs. Peut-être vous avez des idées dans la foule, là, il y a des gars qui sont meilleurs. Moi, je vous assure que je suis votre meilleur parce que je suis plus rigoureux que vous.
que les autres. Je suis prêt, j'ai votre morale et je vais la répandre. Je vais répandre votre morale. Votre morale sera notre morale dans mon pays. Ce que vous voulez que ça se fasse, ça va se faire chez moi. Ce que vous faites chez vous, on va faire ça chez moi. C'est ça la morale. Les détournements de fonds publics, c'est moral dans des systèmes coloniaux, sous des régimes néocoloniaux. C'est moral de détourner, puisque l'idéologie fondamentale du colon, c'est détourner les biens. On ne choisit que ceux qui détournent. Ceux qui peuvent détourner, c'est eux qu'on met à des postes de détournement. Parce qu'ils acceptent de faire ce que le colon, l'impérial, veut. Nous devons apprendre à comprendre les concepts de la base. Qu'on ne nous divertisse pas, avec des trucs superficiels. Monsieur Biya arrive au pouvoir par l'aide des puissances coloniales qui ont pour objectif de détourner, qui ne savent que faire ça, détourner les biens, voler, s'accaparer. Et vous ne pouvez pas attendre d'un monsieur qui est mis au pouvoir par des gens qui ont une morale de détourneur, qui trouvent que ça fait du bien de détourner, attendre de lui qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, qu'il condamne les détourneurs de fonds. Non, monsieur Biya ne condamne jamais un détourneur de fonds. Monsieur Biya accuse les gens de détournement de fonds. Monsieur Biya accuse les gens de détournement. Il ne condamne pas. Il t'accuse lorsque ça sert la morale de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Pour ceux qui l'ont mis au pouvoir, s'il faut inventer des histoires sur toi pour t'éliminer, ils vont le faire. C'est ça leur morale, parce qu'ils doivent voler. Ils doivent voler. C'est pour cela que tout le temps, il doit partir en Europe. Monsieur Biya devait partir en Europe, aller renouveler le programme moral. Aller renouveler sa rigueur. Chaque fois qu'il partait en Europe, quand il revenait, tout le monde pensait qu'il serait plus rigoureux. Il a annoncé sa tuerie des Camerounais du Nozo où. C'est en sortant en sortant de l'Europe, non? Où est-ce que M. Biya est devenu plus rigoureux avec les Camerounais du Nord-Ouest et Sud-Ouest? C'est en venant de l'Europe. Sur le tarmac d'un Simalène, il annonçait que cette fois-ci, il va seulement décapiter. C'est ça, non? C'est pour cela qu'il part tout le temps dans les centres de réhabilitation de la morale et de la rigueur de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Quand il revient là-bas, tout le monde se dit, il va faire fort cette fois-ci. Tel ministre va fuir, telle personne va... Parce que tout le monde se dit, quand il revient, tout le monde a quand même compris. Chaque fois que M. Biya revient, il revient souvent très méchant. Et comme nous avons souvent besoin des gens qui jettent les gens en prison, parce que selon nous, la rigueur veut dire que tu punis, que tu sanctionnes, alors tu es rigoureux. Parce qu'on a cette définition, la roussière, cette définition primitive et superficielle, la rigueur. Alors, si M. Biya rentre, il met les médias en prison, vous allez voir, tout le monde va chanter. Oh, M. Biya, le président a quand même mis des gens en prison. Le président M. Biya a mis des gens en prison. Vous avez vous-même vu, le ministre tel a été mis en prison pendant 40 ans parce qu'il a détourné tel milliard. Donc M. Biya est un homme qui a toujours servi, qui a toujours été rigoureux. Il a dit que les têtes vont tomber. Écoutez même les expressions d'un président de la République. Les têtes vont tomber. Et tout le monde demande les têtes. Des expressions simples, les expressions des Occidentaux, des empires romains. La coupure des têtes. Les têtes vont tomber. Ce n'est que les colons qui avaient cette expression. Lorsqu'ils allaient tuer des gens à l'ouest, lorsqu'ils allaient tuer les gens dans les pays Bassa, dans les pays de l'ouest, dans les pays Bamileke, dans les pays sud du nord, c'était couper les têtes. Quand M. Biya lui-même parle dans ses discours, les têtes vont tomber. Oh, le président dit que les têtes vont tomber. Les gens disent, du RDP, c'est des expressions de la rigueur occidentale, la rigueur impérialiste, la rigueur néocoloniale. Ce sont des expressions qu'aucun dirigeant de la Suisse ne doit utiliser.
Il faut qu'on comprenne ça. Eh bien oui, il faut le comprendre. Ça crée donc un pays qui est paralysé. Paralysé, le Cameroun est paralysé à tous les niveaux. Parce que nous sommes accrochés à une rigueur qui viendra, à une morale qui viendra. On ne voit pas que la rigueur a toujours été là, mais elle a été dans un autre sens. La morale a toujours été appliquée, mais appliquée dans un sens contraire à ce que à nos attentes. Et que nous ne devons plus attendre. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre de M. Biya. Rien à attendre de M. Biya. Il n'y a rien à attendre de M. Biya. M. Biya, c'est le passé, le passif. Il n'y a rien à attendre du gouvernement de M. Biya. J'ai vu ce qui s'est passé à l'ouest. Comment l'enfer est sur terre. Je ne peux pas vous imaginer. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Parce que c'est grave, c'est grave. Je ne sais pas si vous arrivez de rêver. Qui a déjà fait un cauchemar? Qui parmi vous a déjà fait un cauchemar? Qui est seulement poursuivi par la grand-mère du Pum? Je ne sais pas si vous connaissez la grand-mère du Pum. La grand-mère du Pum, c'est cette femme que elle me poursuivait toujours. Seulement qu'on mangeait le Pum la nuit. D'abord, je n'aimais pas le Pum. C'est maintenant avec la nostalgie que parfois je veux manger les légumes parce que commence à devenir gros. Je veux un peu faire un peu le genre. Je veux faire le diète et tout et tout. La nostalgie, tu veux manger tout ce qui est au pays. Mais quand tu es au pays, tu veux manger les nourritures de Mbeng. Et dire que moi-même, j'ai été victime de ça. En fait, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'on mangeait, on préparait le Pum à la maison, j'étais fatigué. Donc je suis en classe comme ça, je ne comprends rien, je n'ai même pas envie, je ne veux plus l'école, je ne veux plus d'avenir, mon avenir est bafoué, je ne pense même plus, je suis vraiment fatigué. Quand je rentre à la maison, je marche en route comme ça, je veux durer dehors, parce que c'est sur le Pum qui m'attend. Et tu arrives à la maison à 17h, 18h, on te sert un Pum à 18h, 19h. Tu manges ça. La nuit là, tu rêves que tu cours, et un grand-mère derrière toi, elle te poursuit, tu cries. La voix ne sort pas. On appelle ça la grand-mère du Pum. C'était devenu comme ça, on avait la grand-mère là parce que j'avais finalement trouvé le nom de ça, grand-mère du Pum. Elle venait chaque fois qu'on prépare une nourriture que je n'aime pas. La nuit là, j'appelle maman, papa. Un traumatisme. Je ne dis pas que le Pum n'est pas une bonne nourriture, mais je vais vous dire un peu. Si vous avez déjà eu des cauchemars, qu'un océan, vous êtes au milieu d'un océan et puis les vagues vous emmènent, qu'il y a une grande mare d'eau qui vient se déverser sur vous. Vous avez eu ce genre de rêve, vous sursautez de votre lit et vous êtes content que c'était juste un rêve, que c'était un cauchemar. Vous transpirez. Les médecins qu'il y a ici peuvent vous dire, votre cœur bat, alors que vous êtes seulement en train de rêver. Imaginez-vous des gens qui vivent ce que vous avez rêvé comme étant une réalité, qu'ils vivent ça réellement. Je dis que des mottes de terre se déversent sur eux et ils meurent étouffés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Seulement s'imaginer, ça devait nous révolter. Si nous sommes capables d'être en relation avec notre propre vie personnelle, nos cauchemars, comment nous souffrons simplement de rêver. Comment quelqu'un qui souffre de vivre, comment ça pouvait être difficile, comment ça peut être horrible. Une mort atroce. Une mort atroce. Les Camerounais sont livrés permanemment à des réels cauchemars. Le Cameroun est le pays où le cauchemar de nuit se vit en longueur de journée, permanemment. Le Camerounais ne rêve plus simplement.
Tellement le Camerounais rêve, vit de cauchemar que la nuit il rêve il mangeait la viande, il était avec les anges, avec Jésus. Qu'il a parlé avec sa mère qui est morte, son père qui est mort. Qui parle avec Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Parce que la réalité quotidienne est un cauchemar réel, existentiel, c'est permanent. Ça, c'est sous le renouveau. C'est sous le renouveau que nos rêves se réalisent, nos cauchemars se réalisent. Nos rêves, nos beaux rêves ne se réalisent pas. Sous le renouveau, non. Ce sont nos cauchemars qui se réalisent sous le renouveau. Nous sommes tués, écrasés comme des rats. Nous sommes jetés dans des lagunes. Nous sommes torturés, envoyés des bâtons partout dans nos corps. C'est sous le renouveau. Sous la moralité, sous le règne du moralisateur et sous le règne du rigoureux. Eh oui. Oh, les gens disent, oh, il n'est même pas venu, il n'est pas venu, il n'a pas annoncé paix, appel à l'âme aux frères, aux âmes qui ont été écroulées. Mais la morale qui tient M. Biya au pouvoir, c'est ça qu'elle trouve au moral. Le comportement de M. Biya est un comportement moral. D'ailleurs, ils ont trouvé des superfuges. Comment vanter le silence présidentiel? Le silence présidentiel est une vertu pour ceux qui ont mis M. Biya au pouvoir. Ils nous la présentent comme étant une vertu. C'est ça leur morale. Si les gens meurent, tu fermes ta bouche. Parce que ils meurent, ça ne sert à rien qu'ils vivent. D'ailleurs, ils sont trop nombreux sur cette terre-là. Nous, on a besoin des richesses de cette terre. Nous les avons tués, des millions. Donc, si c'est que 20 personnes meurent, c'est rien. Pour la morale de ceux qui ont mis M. Biya au pouvoir, pour la morale de M. Biya, c'est normal qu'ils ne disent rien. C'est ça la morale. C'est leur morale. Je vous dis que c'est leur morale. Dans leur morale, Dieu ne parle pas. Dans leur morale, Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ils vous ont implanté cette morale. Ils vous ont dit que M. Biya est le choix de Dieu. Dans leur morale, les présidents sont les choix de Dieu. Et ils font comme Dieu. Parce que personne ne peut me dire qu'il a entendu Dieu parler un jour. Qu'il a vu Dieu un jour venir dans les accidents des DA, les trucs. C'est dans leur morale. Dans leur morale, le silence est divin. C'est eux qui vous disent que Dieu est silencieux. Dieu frappe seulement. Vous ne savez pas où il frappe. Vous n'avez jamais vu sa main, ni son bâton. Vous apprenez seulement, tchass, vous êtes déjà en prison. Tchass, vous êtes déjà sous la terre. Tchass, vous êtes déjà sous l'eau. Tchass, vous êtes déjà tapé, tué, machin. On vous dit que c'est Dieu qui a frappé. Dans leur morale, Dieu ne parle pas. Dieu ne fait rien. Et ceux qui sont choisis par Dieu doivent vivre comme Dieu. C'est sous le renouveau qu'on ne pleure pas les morts. Que pendant que les gens sont en train de mourir, c'est sous la morale du renouveau qu'on fait les danses. Mais regardez, c'est ce qu'ils font ici en Europe. Écoutez, on vous dit que les Européens, les dirigeants européens, ils se soucient de leur machin. Écoutez, ne cherchez pas à comparer ce qu'ils font à leur peuple. Parce que si vous voyez ce qu'ils font à leur peuple, vous n'allez même pas comprendre que ces gens sont méchants. Non, regardez ce qu'ils font pour vous, puisque vous avez nous avons notre propre morale. Ne cherchons pas à nous comparer à ce que les dirigeants font à leur président. Regardons chez nous. Est-ce que c'est normal qu'un président disparaisse? Même un chef du village, dans nos cultures villageoises, est-ce qu'un chef du village peut disparaître pendant des jours sans rien dire, sans rien faire dans le village? Ce n'est pas normal. Donc, ce que nous vivons là, ce n'est pas quelque chose de chez nous. Ce sont les signes pour vous dire que M. Biya n'est pas de chez vous. Et il nous a passé ce message depuis. Il n'a pas la même morale, la même moralité, la même conception de la vie que nous. Je ne sais pas pourquoi nous attendons
de quelqu'un qui est différent de nous, qui fasse les choses que nous faisons. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Je ne sais pas où vous espérez ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Je ne sais pas comment vous attendez de quelqu'un qui n'est pas comme vous, qui fasse les choses comme vous. Vous voulez le forcer à devenir vous? Non, monsieur Biya n'est pas. Ça, c'est le renouveau. On dit que monsieur Biya a apporté la démocratie, le multipartisme. Nous avons plus de 300 partis au Cameroun. C'est eux qui nous ont expliqué ce que c'est que la démocratie. Ce n'est pas nous. Ceux qui ont mis monsieur Biya au pouvoir, c'est eux qui nous ont expliqué ce que c'est que la démocratie. Et selon eux, la démocratie, c'est le nombre de partis. C'est le nombre de partis qu'il y a dans un pays d'opposition. Donc on se vante que M. Biya, mis par les colons français, soutenu par les impérialismes mondiaux, à la tête du pouvoir pendant plus de 42 ans, ce qu'il a réussi à faire, c'est de créer le multipartisme. Mais le multipartisme n'est pas la démocratie, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas parce que je multiplie le mensonge que je suis un homme vrai. D'ailleurs, le mensonge est toujours multiple. La vérité est toujours une, le mensonge est toujours plusieurs. Il y a un Cameroun. Voilà la vérité. Nous sommes tous dans ce Cameroun-là. Mais le mensonge nous dit que nous sommes plusieurs tribus dans le Cameroun et que chaque tribu doit défendre ses intérêts. Voilà le mensonge. Au lieu de défendre les intérêts d'un Cameroun, parce que c'est la vérité, il n'y a qu'un seul Cameroun. On va nous plonger dans des discours de plusieurs tribus, plusieurs communautés qui doivent s'entendre, qui doivent faire ceci. La vérité est une, c'est que il n'y a pas de justice politique au Cameroun. Les élections, le code électoral n'est pas équitable, il n'est pas juste, il n'est pas en faveur de la justice. Mais le mensonge est qu'on a 300 partis. Le mensonge est qu'on a 300 partis. Il y a tellement de partis qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de justice politique. Il n'y a pas d'équité. Tellement on a multiplié les partis pour qu'il n'y ait pas de justice politique. Parce que si on focalise nos esprits tous ensemble sur la vérité est que nous souffrons. Nous ne sommes pas souverains. Nous ne produisons rien. Nous n'avons pas une politique souveraine, économique souveraine, une politique politique souveraine, une politique politicienne souveraine. Nous n'avons pas une politique géostratégique souveraine. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité qui est commune à tous les Camerounais. Mais le mensonge est qu'on a 300 partis qui vont résoudre le problème, qui disent qu'ils vont résoudre le problème que nous avons tous. Chacun propose qu'il va résoudre. J'ai vu cette semaine, et j'ai remarqué depuis plusieurs années, on vous dit, le made in Cameroun, le made de ceci. Voici un jeune Camerounais qui fabrique ses propres chaussures. Le premier bus fabriqué au Nigeria. Le premier taxi fabriqué en Somalie. Écoutez, qui connaît l'usine où on fabrique la matière, l'industrie, où on fabrique la matière avec laquelle ces fabricants de chaussures, de voitures fabriquent? Cela me lève la main. Si au Cameroun, vous connaissez une industrie que M. Biya a créée, qui permet aux Camerounais de fabriquer le fil électrique, de telle sorte que ceux-ci commencent à fabriquer leurs propres avions, leurs propres drones, leurs propres chaussures, leurs propres habits. Levez la main. Qui connaît l'industrie au Cameroun, on fabrique nos propres nourritures, industriellement, où on produit et qui travaille. Quels sont vos frères qui y travaillent? Donnez-moi si vous connaissez des frères qui travaillent chez les gens qui ont créé de nouvelles chaussures. On va en Chine, en Turquie, avec le monde global d'aujourd'hui,
On va prendre les chaussures fabriquées ailleurs sans nom, on met notre nom dessus. On va prendre des produits de cosmétiques fabriqués ailleurs sans nom, on met nos noms, c'est faisable, on achète le nom, tu mets, on colle ça et on t'envoie les bouteilles. Et puis tu te présentes comme premier fabricant de voitures électriques en Afrique, premier fabricant de chaussures, premier fabricant des habits, premier fabricant de ceci, juste pour rehausser l'ego futile, un ego illusoire. Pendant ce temps, nous ne sommes pas capables de choisir nos dirigeants. Nous ne sommes pas capables de décider de la direction de nos politiques économiques. Nous ne sommes pas capables de nous protéger militairement, de nous sécuriser. Vous avez suivi dernièrement tout un ministre de la Sûreté nationale qui vous dit qu'il était pour la première fois à l'Ouest. Ce monsieur a le même âge que M. Biya, ou bien peut-être plus ou bien moins. Il était étonné. Ce monsieur était étonné sur la posture, sur la qualité des routes qu'il a vues à l'ouest. On l'appelle quoi? Si c'est quoi de la sécurité nationale? Mbangangele, le père de la police. Pour la première fois, il était sur la route qui allait vers l'ouest. Et il a vu cette route était délabrée, elle était dépassée. Et on a voulu nous faire comprendre que non, c'est une guerre entre, le ministre et les transports sont les clans qui se battent. Ça, c'est le produit du renouveau. C'est la rigueur qui crée ce genre de dirigeants. C'est la moralisation de monsieur Biya, de son régime. C'est cette compréhension de rigueur et moralisation qu'il est. En fait, il est rigoureux ici. Il veut moraliser le ministre des Transports. Alors que le ministre des Transports est un produit de M. Biya, qui lui est un grand moralisateur, un grand rigoureux. Ils savent tous que le ministre des Transports, les ministres des Transports qui sont passés n'ont rien foutu au Cameroun. On dit que sous le magistère de M. Biya, les écoles, M. Biya a construit plus d'écoles. On ne peut pas dire que M. Biya n'a rien fait. Il a construit plus d'écoles que Otan Dahijo. Je vous pose la question. Est-ce qu'il suffit d'avoir des écoles pour que les enfants fréquentent? Est-ce qu'il suffit de construire des écoles pour que les êtres humains fréquentent? Même si on vous met 100 dans une classe, même 2 dans une classe, 100. D'abord, nous sommes 300 dans les salles de classe. Si on vous met 2 dans une classe et que vous n'avez pas mangé le matin et que vous n'avez pas bu l'eau et que vous êtes malade et que votre papa, en venant à l'école, votre papa est en train d'agoniser dans un hôpital, dans un dispensaire d'à côté. Même si on vous raconte la plus belle école du monde, les plus beaux cours, vous n'allez pas réussir, vous n'allez rien comprendre. Même si on vous met au paradis, vous n'allez rien comprendre. Donc, on se vante des milliers d'écoles que M. Biya aurait construit. Il aurait éduqué les Camerounais. Éduquer les Camerounais a fait quoi? Est-ce qu'on peut éduquer un homme qui a faim? Tu mets les gens dans la famine, tu privatises tout le pays, tu mets tout le pays, tu endettes le pays, tu donnes le pays à des puissances occidentales, à des multinationales qui ont des budgets 10 fois plus costauds que ceux de ton pays. Mais quand tu fais ça, tu es esclave de ces gens. Comment des esclaves vont aller à l'école? Comment des esclaves iront à l'école? Même si tu construis quelle école? Ce sont des prisons pour les esclaves. C'est pour les mettre un peu en cage, pour qu'ils n'aillent pas dans la rue et manifester. Ce n'est pas parce qu'ils apprennent quelque chose. On dit que M. Biya a pris l'école. Lorsque vous voyez le comportement des citoyens camerounais, vous les voyez comme des gens qui sont là à l'école. Lorsque vous voyez des ministres, des intellectuels assis sur des plateaux, est-ce que vous voyez leur discours, leur façon de parler, comme des gens qui sont allés à l'école? Ok, à moins que vous avez une perception de l'école que les Occidentaux nous ont donnée.
Un endroit où on part, on récite et on compose à la fin et c'est fini. Si tu as bien récité ce qu'on t'a dit, tu as la moyenne. C'est pour ça que vous voyez ces intellectuels avec tous les diplômes assis dans les chaînes de télé en train de réciter un discours qui ne délivre pas. Sans réflexion, en train de réciter les louanges, de chanter les louanges de la rigueur, de la moralisation. Sans comprendre ce que ça veut vraiment dire. On dit que M. Biya construit les grands hôpitaux de renom. Le ministre de la Santé a fait une sortie, j'aurais appris, où il dit que le Cameroun a des hôpitaux qu'il n'y a même pas ailleurs. Pendant ce temps, celui qui a donné la décision de ces hôpitaux, lui va se soigner pendant 1 mois, il dort dans les hôpitaux en Occident. Avec tout ce qu'il y a de meilleur au Cameroun, lui il trouve quand même que ça vaut la peine d'aller dormir à l'hôpital, en Suisse, à Paris, en Norvège, je ne sais pas où, à Baden-Baden, en Allemagne, partout. Sauf au Cameroun. Et on nous vante comme étant celui qui aurait apporté je ne sais pas quoi. Voilà le bilan. On dit que M. Biya qui a apporté la démocratie. Je veux d'abord dire que le multipartisme, ce n'est pas la démocratie. Le multipartisme, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent que ça veut dire qu'il y a justice. Ce n'est pas parce que plusieurs parlent que ce qu'ils disent est salvateur. Ce n'est pas parce que plusieurs parlent que ce qu'ils disent quelque chose qui va vous libérer. D'ailleurs, pour vous empêcher de vous libérer, parfois on multiplie. Pour vous garder en captivité, parfois on multiplie les moyens de votre captivité. Voilà pourquoi l'une des solutions, l'un des moyens, c'est diviser pour mieux régner. Diviser veut dire deux. Di veut dire deux en latin. Di. Dès qu'on commence déjà à crier deux, ça veut dire qu'on ne veut pas que vous soyez un. On ne veut pas que vous soyez normaux. Donc on vous donne 380 partis. Ce n'est pas la démocratie. C'est un peu comme lorsque vous entrez dans des magasins pour aller faire des achats. Vous arrivez à l'intérieur, vous voulez le savon. Mais vous voyez 200 marques de savon. Les 200 marques, ça vous avez la peine de choisir. Vous commencez à lire, ça c'est Evoya, il a ceci, demain, vous partez là-bas. Vous commencez vous passez plus de temps dans le supermarché. Vous commencez à avoir la peine à choisir. Parce qu'il y a 200 marques de savon, mais qui sont fabriquées par une même entreprise. Elle veut juste vous donner l'impression que vous avez choisi. Mais en fait, vous avez acheté le même savon, fabriqué par la même personne. C'est ça qu'on appelle le monopole. Le monopole économique. Ce sont les trucs de monopole économique. Une société, une multinationale, prend plusieurs noms. Fabrique plusieurs produits. On appelle ça produits divers, la diversification des produits. Vous avez l'impression qu'on vous a donné le choix. Mais en fait, vous êtes... Non, je n'achète plus les choses chez Nestlé. Je n'achète plus les choses chez Nestlé parce que Nestlé ne respecte pas les lois de ceci, de ceci, cela. Mais tu vas acheter Nescato. Tu crois que Nescato, c'est autre chose. Et sur Nescato, on a écrit « Respecte les lois de la nature ». Ah, j'achète maintenant Nescato. Je bafoue Nestlé. Je ne téléphone plus à vos Orange. Je ne téléphone plus à vos Orange. Non, Orange, c'est terminé. Canal+, je vous barre. On prend, on jette. Mais on suit CNN. Ou bien, on est chez MTM. Mais c'est la même chose. C'est la même prison, vous tournez. On multiplie. Donc, le multipartisme n'est pas la justice politique. Ce n'est pas la démocratie. Si M. Biya a multiplié les partis, c'est bien. Il a multiplié les partis parce qu'il voulait détourner l'attention des Camerounais sur les vrais problèmes. C'est pour cela que M. Biya a cherché à multiplie les partis dans les partis. Il va dans l'UPC, il a cassé l'UPC en morceaux, il a cassé le SDF en morceaux, il a voulu casser le MSC en morceaux, mais mal lui en a pris. Les gens qui sont dans le MSC ont quelque chose de particulier. Certes, ils sont la minorité, mais ils ont quelque chose de particulier.
c'est qu'ils sont fondés sur ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, un. Ce qui est vrai est un. Les gens dans le MSC en général, la majeure partie de sont fondés sur ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est un. Donc c'est difficile de venir les diviser. Certes, il y a des brebis galeuses, certes, il y a des gens qui n'ont pas encore compris le truc. Problème de fond. Monsieur Biya a donc cassé la démocratie. Il n'a jamais fait il ne s'est jamais mis dans une élection avec quelqu'un. Monsieur Biya ne peut pas gagner une élection même avec sa femme. D'ailleurs, il n'a pas pu gagner l'élection avec sa fille, Brenda Biya. Brenda Biya fait ce qu'il n'aurait pas aimé qu'elle fasse. N'est-ce pas? Soyons sincères, même s'il aime ça, mais il n'aurait pas aimé que ce soit vulgaire. Je me dis, Brenda Biya, même Brenda Biya n'a pas gagné une élection avec sa propre fille. Ce n'est pas avec le peuple camerounais et l'opposition farouche là qu'il peut gagner. Il ne peut pas aller aux élections. Donc il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Voilà le bilan du renouveau. Voilà le bilan du renouveau. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui pour nous faire comprendre que nous devons comprendre les concepts. Où nous sommes tombés, c'était sur les concepts, les mots. J'ai détruit le concept de renouveau en vous disant que on ne peut pas avoir un nouveau truc deux fois. Donc le renouveau est une arnaque linguistique. C'est une arnaque idéologique. Ça veut simplement dire la continuité. Et M. Biya était la continuité d'Ahidjo. Nous, c'est le mot nouveau qui nous a flatté dessus. On s'est dit, puisqu'on aime ce qui est nouveau, nouveau veut dire changement. C'est pour ça qu'on est tombé, on a tous abandonné nos études, abandonné nos projets, on est tous venus soutenir M. Biya. On a même ouvert tous nos shrines, tous nos boîtes à magie. On a donné à M. Parce qu'on s'est dit, voici quelqu'un qui va amener quelque chose de nouveau qu'Ahidjo. Non, il y avait redevant. Le re-là veut dire recommencement. M. Biya, c'est le renouveau. Le renouveau ne voulait pas dire quelque chose de bien. C'est nous qui nous sommes trompés. Nous, le peuple camerounais, nous nous sommes trompés. Nous n'avons pas bien compris. Et pour bien comprendre, il faut comprendre comment M. Biya arrive au pouvoir. Il faut savoir qu'il arrive au pouvoir par l'aide de ceux qui ont tué les Camerounais, qui ont pillé les Camerounais, qui ont vendu les Camerounais en esclavage. Ces gens-là n'ont aucune intention que le bien arrive aux Camerounais. Donc, les concepts qu'ils ont créés et qu'ils ont mis dans la bouche de M. Biya, c'était des concepts qui servaient leurs intérêts. Lorsqu'ils ont dit que M. Biya, c'était la rigueur et la moralisation, vous avez mal compris ça parce que on vous a expliqué la rigueur veut dire que simplement que tu es quelqu'un qui est méchant, qui est puni, qui sait sanctionner les gens. C'est pas ça la rigueur. On vous a fait comprendre que la rigueur, je peux dire, c'est une vertu. La rigueur n'est pas une vertu. Si tu es rigoureux envers ceux qui s'opposent à toi, tu les jettes en prison, est-ce que c'est bien? Tu leur donnes 7 ans, tu les arraches, tu les tues, tu tues les journalistes, tu tues les prêtres, tu écrases. Est-ce que ça, c'est bien? Certes, tu es rigoureux envers ton opposition. Mais si tu es rigoureux envers ceux qui vont contre la volonté de ton peuple, là c'est une bonne chose. Donc la rigueur est un outil. Mais nous avons toujours pris la rigueur comme étant des vertus. La moralisation comme étant des vertus. Lorsque tu entends moralisation ou moralité, pose-toi toujours la question de quelle morale parle-t-on? Qui impose la morale? Qui est celui qui a mis le dirigeant au pouvoir ou bien qui l'a accompagné au pouvoir? Là, tu comprendras que veut dire morale lorsque ce dirigeant parle de moralité. La morale pour le colonisateur, pour l'impérialiste, c'est la destruction, c'est le vol, c'est la corruption, c'est le détournement. Vous ne pouvez pas avoir un dirigeant à la tête du pays qui a été mis par des gens qui ont détourné les richesses du Cameroun, qui ont pour intention de détourner encore beaucoup plus, qui ont pillé le Cameroun. Et espérer de ce dirigeant qui, dans son régime, il n'y a pas de détournement.
Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas espérer d'un dirigeant qui arrive à la tête du pays avec des idéologies de tribalisme en disant que une certaine tribu serait des cailloux dans la chaussure. Et espérer de cette gouvernance qu'il n'y ait pas le tribalisme. Ceux qui mettent M. Biya au pouvoir aiment le tribalisme. Ça les arrange. Ils aiment les détournements. C'est leur immoralité. C'est leur façon de concevoir la relation entre eux et nous. Donc ceux qui sont au pouvoir font ce qu'ils aiment. Il faut que nous comprenions ça. C'est simple. Si vous nous restons focalisés sur comment M. Biya arrive au pouvoir, quel est le fondement de son pouvoir, les mots ne vont rien nous dire. Nous allons comprendre d'où vient la source des mots et leur définition par rapport à ceux qui l'ont mis au pouvoir. On dit que Glencore, machin, vous allez voir les hommes politiques se déplacer. Oh, la corruption a détruit le Cameroun. Glencore est parti. On voit des hommes politiques qui montent, qui descendent, disent qu'ils vont défendre le Cameroun. Quoi. Glencore, ils vont dire la vérité sur Glencore. Vous n'aurez jamais la vérité sur les détournements du Cameroun parce que ça ne sert pas aux intérêts de ceux qui ont mis M. Biya au pouvoir. Ça ne sert pas les intérêts, de ceux qui ont mis M. Biya au pouvoir, de M. Biya et de son clan. Ça ne sert pas leurs intérêts. Vous n'aurez jamais la vérité. Vous aurez juste des bribes d'informations. Mais l'information, ce n'est pas la vérité. Forcément. On peut vous tromper avec une information. Moi, je suis d'une famille où la majeure partie des gens sont du RDPC. Lorsque M. Biya disparaît, j'apprends. C'est un membre de la famille, un haut placé, un dignitaire militaire de la famille, parce qu'il sait que je fais les lives, peut-être il s'est dit, je vais l'humilier, je vais d'abord l'envoyer aller dire des choses, et puis quand ça va être faux, peut-être c'est ce qu'il s'est dit. Il vient, il me voit, il me dit que, oh oui, le vieux est mort, j'ai les informations, machin. Je suis resté tranquille pendant peut-être 2 semaines, ou même 1 mois même. Je ne disais pas, parce que... À la veille du retour de Biya, c'est là où je sors parce que je n'ai pas été très patient. Je sors, je vous dis que non, c'est vrai que M. Biya, parce que j'ai l'information. C'est le lendemain que M. Biya était à l'aéroport que je constate que c'est faux. Est-ce que vous voyez le plan? Elle dit que c'est une preuve que l'information n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu as l'information que tu as la vérité. Il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas parce que vous avez l'information que que Glencore essayait des détournements et que ça va frapper, que ça veut dire qu'il y aura justice. Et que c'est même la vérité. Parce que ceux qui tiennent le pays, qui veulent le conserver, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, n'ont aucun intérêt à la vérité. À ce qui nous libère, puisque la vérité libère. Ils n'ont aucun intérêt. Je voulais terminer mon live en disant donc ceci. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Puisqu'on a compris le renouveau, puisqu'on a compris en fait le mensonge dans lequel nous étions, j'aimerais que aujourd'hui, j'appelle ici le peuple camerounais, l'opposition camerounaise réelle, de prendre conscience d'une chose. Le régime que nous avons, la situation dans laquelle nous sommes, est le fruit d'un mensonge primaire, un mensonge au préalable. Nous sommes tombés tous victimes des idéologies mensongères. Et que maintenant que nous avons pris conscience de ça, nous devons comprendre que nous n'avons rien à attendre des menteurs. Nous n'avons rien à attendre de M. Biya. Nous n'avons rien à attendre du gouvernement. Nous n'avons rien à attendre du ministère de l'ECAM. Il n'y a rien à attendre de ces gens. Ne leur demandez pas. Et la meilleure façon de revendiquer quelque chose dans le but de vraiment la changer, au cas où on veut changer, ce n'est pas simplement de demander au gouvernement de faire les choses. Demander au gouvernement de faire ceci, demander au gouvernement de faire cela, ça ne va pas changer. Lorsque quelqu'un veut conserver le pouvoir, il va du postulat qu'il est le plus fort. Il va du postulat que
il n'a pas à faire quoi que ce soit. Fait des revendications. Oh, les Camerounais sont sortis, ils ont dit que le pétrole est devenu cher, que les motoboys ont dit qu'on les demande un peu trop, et les routes sont gâtées ici, les routes sont gâtées là-bas. Ces revendications, multiples revendications, ça consolide le pouvoir de ceux que vous ne voulez pas au pouvoir. Ça consolide leur pouvoir. Vous croyez que ça, ils entendent. Ils ont de sourdes oreilles. C'est pas comme ça qu'on fait entendre ce genre de personnes. Je vais vous raconter une petite histoire. Un monsieur, alors, il vit dans un quartier, et dans le quartier, les gens, les bruits, les gens parlent fort, les gens s'insultent, les gens se bagarrent, les voisins bagarrent avec leurs femmes, tout machin. Il y a trop de bruit. Alors le gars va aux lavabos, aux toilettes, parce que c'est un quartier de pauvres. Il va aux toilettes derrière, dans les latrines. Arrivé là-bas, le gars tombe dans le puits. Dans la terre autour du truc se casse. Pap! Il tombe dans la fosse. Les caca partout, il est au milieu des caca, les asticots. Qu'est-ce que le gars fait? Il comprend que, il commence à crier, wow! Aidez-moi! Aidez-moi! Ah! Les gens continuent à crier, d'autres tapent leurs femmes, d'autres continuent, parce que tout le monde crie, aidez-moi, aidez-moi. Il n'y a pas que lui qui est tombé dans le caca qui crie, aidez-moi. Les voisins crient là-bas, oh, aidez-moi, mon enfant est mort. Aidez-moi, mon enfant est mort, oh. Ma femme est morte. Oh. Les gens crient aidez-moi, donc on ne sait pas qui crie aidez-moi, pourquoi. Parce que tout le monde crie aidez-moi. Le gars comprend que s'il dure ici, en criant aidez-moi, son aidez-moi va se perdre dans les multiples aidez-moi. Le gars a donc décidé que, hey, il faut qu'il fasse un autre truc. Le gars commence à crier au feu, au feu, le feu, le feu. C'est là la seule personne qui criait au feu, au feu. Puisque tout le monde, le feu est rare. Les cris aux aides. Aidez-moi ici, mon mari me tape. Aidez-moi, mon enfant est en train de mourir. Aidez-moi, machin, ceci, cela. C'est tellement vulgaire, mais au feu. Tout le monde sait que mais au feu, le feu a pris où? Parce que là, maintenant, c'est dangereux. Le feu. Quelqu'un crie au feu, au feu. C'est là où les gens prêtent attention. Il y a le feu où? Attention, on commence à sortir les gens. On entend la voix là-bas vers derrière. Au feu! Au feu! C'est quand on vient là. On entend, on regarde, on voit dans le trou de caca. Au feu! Au feu! Mais mon frère. C'est qui? C'est quoi? C'est Mbang. C'est Mbang. Mbang est dans les cacao. Faites vite, faites vite. C'est comme ça qu'on sort Mbang. On sort Mbang des caca. Et puis on pose Mbang à côté. Il explique comme il a failli mourir. Un gars qui dit à Mbang, mais je dis, Mbang, comment tu tombes dans les caca, tu cries au feu? Mbang lui répond que, tu sais, mon frère, quand je criais, aidez-moi, personne ne m'écoutait. Tout le monde criait, aidez-moi là-bas. La fille voisine qui criait que aidez-moi à faire ici, aidez-moi à faire là-bas. L'autre criait que aidez-moi, mon mari est en train de me tuer. Et criait, aidez-moi, mon enfant est en train de mourir. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Si j'ai resté à crier, aidez-moi, vous n'avez pas venu me sauver. Vous étiez trop préoccupé par vos multiples, aidez-moi. J'ai crié au feu parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire encore pour que vous détournez votre attention afin que vous agissez. La moralité de cette histoire, c'est que nous ne pouvons plus continuer à faire des revendications, des simples revendications, des appels au gouvernement, des trucs. On ne peut pas continuer à faire ça. Il faut que nos revendications, qu'à nos revendications s'ajoute une phrase. Et la phrase suivante. Si vous ne faites pas ceci, nous allons faire cela. Ce n'est que le langage là qu'ils écoutent. Si vous ne changez pas le code électoral, si vous ne libérez, nous allons faire cela. Je ne dis pas que vous les menacez de mort. Qu'on menace les gens de mort. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Les dictateurs, les régimes coloniaux, les impérialistes, les régimes sont là depuis qu'ils veulent rester.
Eux, ils ne comprennent que le langage de la force. Et le peuple, c'est le plus fort. Le peuple camerounais, vous êtes les plus forts. Que personne ne vous trompe. Même ceux qui portent les armes ne sont pas plus forts que vous. Même ceux qui ont les armes à côté d'eux ne sont pas plus forts que vous. Vous êtes les plus forts. Ajoutez à vos revendications. La route n'est pas goudronnée. Si vous ne goudronnez pas la route, nous serons tous dans. On va dormir tous sur la. Faites des. Et ajoutez aux revendications des sommations. Le problème qu'on a eu avec les affaires, on dit qu'il y a eu de discours national, c'était quoi? La réunion nationale, où c'était le problème, c'est quoi? Et nous étions là-bas, on a dit au président, on a donné chacun des doléances, on a dit au président de faire les choses, hein? On a dit qu'il faut la décentralisation, on a dit qu'il faut... Mais allez dire au président ce qu'il doit faire du Cameroun. À quelqu'un qui ne veut rien changer au Cameroun, ne lui oblige pas de faire des choses. Ce qui fait en sorte que nos choses ne marchent pas, nos revendications, mais nos oppositions ne fonctionnent pas, c'est que nos oppositions sont une opposition de propositions. Nous proposons à quelqu'un qui ne veut pas changer de changer. C'est impossible. Il faut rassembler les forces intellectuelles, les forces physiques, les forces mentales, les forces du discours, les forces de revendication. Il faut que ces forces s'ajoutent avec des sommations. On ne peut pas revendiquer. Il faut donner des ultimatums à des gens. Ce n'est que comme ça qu'ils vont comprendre. Je vous dis, il n'y a pas une autre façon. S'ils disent qu'ils ne changent pas ceci, cela, nous allons vous porter plainte. Et vous portez plainte. S'ils disent qu'ils ne vont, les routes ne vont pas être... Vous dites que maintenant la route ça doit être protégée. Si la route n'est pas protégée, dans si cela, vous allez faire ceci. Le peuple doit avoir la capacité de me donner des limites à ceux qui le gouvernent. Ce n'est que comme ça que le changement est possible. Les revendications, remarquez, quand on va à la télé, M. Biya fait des chaînes de télé et des discussions le dimanche soir, ou le dimanche matin, ou dimanche midi, en longueur de semaine, on parle, les gens proposent, hein, le régime doit faire, le gouvernement doit faire, le gouvernement doit penser. Une pléthore de bavardes, de discours puérils, des choses inutiles. Il y a des choses qu'ils savent. Ils savent. Ils savent. C'est nous, le peuple, qui devons leur donner la limite. Nous devons imposer à des stupides la limite. Nous devons imposer aux animaux la limite. Lorsque quelqu'un se comporte comme un animal, la preuve, nous imposons à nos chiens et nos chats les limites en leur mettant des chaînes. Parce que ce sont des animaux. C'est de même, lorsqu'un des êtres humains, des gouvernants se comportent comme des animaux, il faut que les humains, ceux qui prétendent être des humains, prennent la responsabilité d'imposer des limites. Il ne suffit pas de demander aux chiens ne mords plus mes canapés, ne déchire pas mes canapés. Ça ne peut pas passer. Il faut imposer des limites. Et je ne suis pas en train de dire ici, de leur dire que vous allez les tuer, vous allez faire la guerre militaire. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de revendications populaires, de soulèvements populaires et justes dans la paix. Et demander et imposer l'action de ceux qui vous gouvernent. L'imposer parce que c'est vous le peuple. Ils le savent. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas d'imposition. Ils ont juste des propositions. Merci de m'avoir suivi. Nous avons fait 2 heures ensemble. Hein, j'avais appelé à 17h. J'espère que j'ai pris le temps de parler avec vous. Vous m'avez suivi religieusement. Et merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour ceux qui sont arrivés en retard, pour ceux qui étaient là depuis le début. Vous pourrez resuivre la vidéo parce qu'elle va rester sur le truc. Et on se dit maintenant, bon début de semaine à tout le monde et on va se prendre à la prochaine. Ok, le combat continue. Merci.